Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. C'est avec joie que je retrouve Amélie Carlier, thérapeute holistique, formatrice, conférencière et facilitatrice de cercles de femmes. En parallèle de ses accompagnements pour les adultes, Amélie anime les ateliers Cercle des papillons dédiés aux filles de 8 à 12 ans. Dans ces ateliers, Amélie ouvre la discussion à l'aide des contes initiatiques et des oracles qu'elle a créés spécialement pour les jeunes filles afin qu'elles découvrent leur corps, leurs émotions. Est-ce que ça veut dire de devenir femme? Dans ces espaces de bienveillance et de sororité, les papillons se préparent à entrer dans la puberté de manière enchantée et positive. Aujourd'hui, Amélie va nous expliquer comment ces ateliers contribuent à la transmission des connaissances et à la prévention aussi. Nom d'un clito. Interview. Amélie, bonjour et bienvenue. Bonjour, ravie de te retrouver. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer les ateliers des cercles des papillons pour les jeunes filles de 8 à 12 ans? Alors, deux choses. La première, c'est que, bon, déjà, je travaille auprès d'enfants depuis toujours. J'ai commencé par travailler d'ailleurs qu'avec des enfants. J'ai commencé en pédiatrie. Et puis, j'ai ensuite créé une école en 2015. J'ai géré une école démocratique, donc une école alternative pendant 5 ans. Donc, l'enfance, c'est quelque chose, j'ai toujours été à l'aise et très proche des enfants et ils viennent vers moi de manière, voilà, c'est comme si on se reconnaissait d'âme à âme, tu vois, entre eux et moi. Donc j'ai toujours été tournée vers les enfants et j'en ai donc accompagné beaucoup. Et quand j'accompagnais des jeunes filles, même des filles qui avaient jusqu'à 15-16 ans, des fois en thérapie, je me rendais compte qu'elles savaient rien du tout de leur corps, de leur cycle, c'était complètement, elles avaient que des petites notions de ce qu'elles avaient vu en SVT en quatrième. Tu vois, au collège, en quatrième, en France, je sais pas si c'est pareil en Suisse, en Belgique et cetera, mais en France, en 4 c'est l'année où on leur explique un peu les hormones, dans les cycles, qu'est-ce qui se passe vaguement vite fait, hein, entre les ovaires et l'utérus dans le cycle et cetera, mais c'est très scientifique, dénué d'humanité, je trouve et puis ça reste flou, donc quand je leur posais des questions sur leur cycle, déjà, je voyais qu'elles avaient des yeux écarquillés et je me retrouvais souvent en séance à leur faire des schémas, puis à leur expliquer tout ce qui se passe dans leur corps pour qu'elles comprennent bien, les tenants aboutissants. Donc déjà là, j'avais eu une alerte de: «Mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On transmet rien aux jeunes filles, quoi». Elles arrivent dans leur puberté complètement inconscientes de ce qui va se passer pour elles et qu'est-ce que ça veut dire avoir ces règles à part de se dire: «Ah, fais suer, je vais perdre du sang tous les mois», quoi, tu vois? Donc il y avait quelque chose comme ça qui m'avait déjà éveillée à cet endroit-là et puis, quand j'ai créé, mes cercles de femmes et cetera, j'ai été aussi, éveillée, à ce qu'on appelle, les fêtes rouges, Red Party en anglais, qui sont des célébrations de l'arrivée des règles, dans certaines, traditions et en fait, lors de cette fête, on célèbre la jeune fille qui devient enfin qui entre dans sa féminité avec l'arrivée des cycles et c'est une fête où tout le monde s'habille en rouge, où on mange des choses rouges, on en revient à la fraise. Oui. Et voilà, tout est question un peu de rituel de passage, mais joyeux et festif, un peu plus modernisé, on va dire, pour aider les jeunes filles à intégrer ce qui est en train de se passer dans leur corps, tu vois? Donc déjà cette fête, j'avais trouvé ça extra. Je m'étais dit: «Mais c'est trop chouette, j'aurais trop aimé moi quand j'étais, jeune fille, qu'on célèbre ça de cette manière-là et tout», tu vois? Donc ça m'avait beaucoup appelée. Et puis, bah, naturellement, voilà, au fur et à mesure, de mes expériences de cercle, un jour, je me suis dit: «Mais je pourrais peut-être créer, une forme de petit cercle pour les jeunes filles, pour les préparer
à l'entrée dans la puberté, qu'elles n'arrivent pas complètement dans l'inconnu, parce que même si à notre époque, maintenant, les enfants, on leur dit quand même plus ou moins que les règles vont arriver, parce qu'avant, on leur disait même pas, elles découvraient quand ça leur tombait dessus, dans la génération d'avant. Ma génération, il y a énormément de femmes qui ont découvert leurs règles le jour où elles ont perdu la première fois du sang, hein, avec la panique de croire qu'elles vont mourir, qu'elles ont un cancer, parce qu'on ne sait pas pourquoi on se met à saigner, tu vois. Donc maintenant, les jeunes filles, elles savent plus ou moins quand même qu'elles vont avoir leurs règles avec tous les réseaux sociaux et tout ce qu'elles voient partout. Euh, des fois, elles ont des grandes sœurs, tout ça, donc elles ont entendu qu'elles allaient avoir leurs règles, mais elles savent toujours pas ce qui se passe dans leur corps et pourquoi ça arrive. Elles ne savent pas non plus qu'est-ce que ça entraîne dans leurs émotions, dans les changements hormonaux qu'elles vont vivre en elles, etc. Et puis si on va encore plus loin que ça, moi qui accompagne les femmes en leur réexpliquant le potentiel de chaque phase du cycle féminin, tu vois, comment on peut utiliser au mieux notre cycle féminin pour être efficace, enfin plein de notions comme ça un peu plus abstraites, mais qui sont tellement importantes pour bien vivre ses cycles et sa vie de femme. Ça dure quand même longtemps, hein. Si on a ses règles à 12 ans et qu'on arrête à 52, on a quand même 40 ans de cycle, hein, à vivre. Donc, c'était l'occasion d'essayer de mêler tout ça dans mes petits cercles des papillons. J'ai appelé ça cercle des papillons parce que c'est vraiment la métamorphose, hein. On arrive chenille et puis on sort de la puberté en étant le papillon. Donc, je trouvais ça joli comme image. Et donc, j'ai pensé cette tranche d'âge 8-12 ans parce que souvent, les jeunes filles que j'accompagne, en tout cas, commencent à se poser des questions vers 8-9 ans parce qu'elles savent que ça va pas tarder à arriver, elles en ont entendu parler et voilà. Et c'est la prépuberté, c'est-à-dire que le réveil hormonal, il commence déjà là. Elles ont les seins des fois qui commencent un petit peu à pointer, elles ont des fois des poils qui poussent, elles ont déjà des mouvements d'humeur qui les traversent par moments. Donc je me dis que c'est quand même bien de le savoir dès là, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis plus comme avant, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans mes émotions. Et puis ça les prépare et quand ça arrive vraiment pour de vrai, les règles arrivent, elles ont déjà eu des infos, elles ont anticipé avant que ça leur tombe dessus, entre guillemets. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et dans mon idée, j'avais besoin de les emmener dans tout ça avec une forme de magie et de réenchantement du cycle féminin et de petits rituels symboliques avec des actes symboliques, des choses qui viennent marquer. Donc c'est pour ça que je le fais sous une forme où donc c'est deux ateliers différents. Il y a un atelier de 2 heures et puis 15 jours après un autre atelier de 2 heures. Donc elles embarquent pour deux ateliers quand elles démarrent. Et dans le premier atelier, on va découvrir donc le réveil hormonal. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand les hormones commencent à se mettre en route? Elles se trouvent où ces hormones? D'où elles partent? C'est où les organes qui fabriquent ces hormones? Donc on découvre tout ça. Qu'est-ce que ça entraîne dans mes émotions, ces mouvements hormonaux? Donc on repasse aussi sur les grandes émotions. Qu'est-ce qu'elles font dans notre corps? Comment ça se passe? Et comment les gérer? Quoi faire avec ça? Et puis bah, les changements de morphologie du corps. Donc ça, c'est le premier atelier dans le concret, on va dire. Et dans l'abstrait, dans ce premier atelier, on découvre bah, qu'on peut, entre filles, comme on est toutes ensemble embarquées dans la même aventure, on peut se serrer les coudes, on peut en parler ensemble, on peut être solidaires et vivre des instants de partage magique entre filles. Donc elles découvrent un peu ce que c'est qu'un cercle, en fait, dans ce premier atelier. Et dans le deuxième atelier, on est plus alors ça y est, maintenant, les règles arrivent. Qu'est-ce qui existe comme moyen de protection quand les règles s'écoulent? Donc, on traverse vraiment tout, ce qui est jetable, ce qui est lavable, ce qui est externe, ce qui est interne. Et je leur fais faire des manipulations. C'est-à-dire qu'elles ont des utérus en pâte fimo et on place l'utérus penché sur une serviette hygiénique. On fait couler de l'eau avec du colorant de betterave rouge pour qu'elle voie l'absorption de la serviette. On place un tampon dans le faux vagin de la maquette pour voir comment ça absorbe. Et elles sont enchantées de découvrir ça et se dire, alors combien on peut couler, combien il peut y avoir de quantité qui coule pour que ça soit encore... Parce qu'elles ont très peur des fuites. Donc, elles découvrent tout ça en le manipulant concrètement. C'est un Mhm. peu comme du Montessori version éducation sexuelle. Et du coup, ça les passionne. Elles adorent ça. Elles le manipulent chacune leur tour, etc. Tu vois, j'ai aussi des puzzles en bois magnifiques sur l'appareil féminin. Donc, elles découvrent tout ça. Et dans ce deuxième atelier, on parle aussi du comment on fait les bébés. Parce que, bah oui, quand tu es réglé, ça y est, tu es fertile, tu peux avoir potentiellement une grossesse. Donc, on explique comment ça arrive, comment je tombe enceinte, en fait.
Et comment se développe le bébé dans le ventre de la mère? Pareil, j'ai un super puzzle avec le développement du bébé en fonction de son âge. Et je leur donne des choses concrètes pour vraiment se rendre compte. Donc, par exemple, la taille du bébé, c'est des correspondances avec des fruits. À tel stade, c'est une myrtille, à tel stade, c'est une fraise, à tel stade, c'est une pomme, après, ça devient un melon, et à la fin, c'est la pastèque. Tu vois, ils voient vraiment Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ludique, qui est, comme j'aime bien le dire, on apprend par tous les corps, c'est-à-dire par l'intellect, mais aussi par le corps physique qui Mhm. joue et qui manipule. Et pour soutenir ces deux ateliers, j'ai eu envie de créer des contes initiatiques pour que ce soit pas juste un truc de biologie comme on a à l'école, quoi. Donc mes petits contes, c'est une petite jeune fille, une petite demoiselle qui va se métamorphoser et puis donc il lui arrive toute une histoire. Elle est, euh, euh, elle est invitée secrètement par une lettre magique qui arrive dans sa boîte aux lettres à aller quelque part. On lui donne rendez-vous dans la nature. Et elle se rend compte que toutes ses copines ont reçu aussi la même invitation. Et en fait, une fois arrivée dans la nature, il y a un cercle qui est organisé sur des rondins de bois, tu vois, avec un feu au milieu. Et c'est les grands-mères de ces jeunes filles qui les invitent à venir à un cercle pour parler justement de ce qui va se passer pour elles au niveau de la puberté, etc. Donc, il est question aussi de transmission de la lignée des ancêtres à travers le conte. Et je me suis beaucoup amusée parce que l'arrière-grand-mère de la jeune fille s'appelle Angelina et c'est le nom de mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, Mm. j'ai mis des choses aussi un peu personnelles, tu vois. La petite jeune fille s'appelle Luna parce que voilà, c'est en lien avec la lune. Enfin, voilà, j'ai mis beaucoup de symboles dans ces contes. Et donc, voilà, il y a une histoire. Et puis, ponctuellement dans l'histoire, on s'arrête pour aller vers la biologie. La grand-mère lui explique comment est fait son corps, les organes, les hormones, et elle écoute tout ça. Et en même temps, bah voilà, les jeunes filles découvrent tout ça à travers le conte. Et puis, on fait des pauses dans l'histoire pour aller manipuler les choses, les objets sur place, etc. Voilà. Et donc, dans le deuxième conte, on parle des quatre phases du cycle avec les quatre archétypes du féminin pour qu'elles comprennent déjà qu'elles sont traversées par quatre énergies différentes pendant leur cycle et qu'est-ce que ça entraîne dans leur fonctionnement, etc. Et dans tout ça, je leur parle bien sûr de consentement et je leur parle aussi de flux instinctifs. Ouais. Comme ça, elles savent aussi dès toutes jeunes, parce que moi, je l'ai découvert très tardivement en étant adulte, que c'était Mhm. possible. Maintenant, ça fait 4 ans que je le pratique. Ouais. Mais quand j'étais jeune fille, jamais de la vie, personne ne m'avait parlé qu'on pouvait faire ça, quoi. Mhm. Ouais. Donc, je Ouais. pourrais expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas, le flux instinctif, c'est quand on a la capacité d'être tellement à l'écoute et connecté avec notre corps et nos cycles, qu'on sent quand le flux de sang arrive et qu'on va lâcher le flux de sang aux toilettes, ou il y en a qui le font dehors aussi, hein, les femmes qui aiment bien aussi. Et qu'en dehors de ça, ben, on retient le flux sanguin et on le laisse s'écouler que quand on est au-dessus des toilettes. Ce qui fait qu'on n'a pas ce truc désagréable d'être sans arrêt avec des écoulements qu'on ne maîtrise pas et qui sont envahissants. On n'a plus aussi la problématique d'avoir peur des fuites et d'avoir la serviette trempée qui collait contre la paroi de la peau. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc je leur explique que ça, c'est possible et elles découvrent ça avec beaucoup d'intérêt. Et je vois bien qu'elles captent bien parce qu'il y a une petite qui m'a dit Ah, mais ça, c'est génial, mais Amélie, pour faire ça, c'est pas possible de faire ça quand tu es au collège et que tu peux pas aller aux toilettes quand tu veux. Mm. Donc j'ai dit Oui, tu as raison. Pour pouvoir le faire, il faut avoir des journées entières où on est chez soi et où on peut aller dès qu'on sent que ça vient, on peut aller aux toilettes parce que si on est coincé assis sur un pupitre d'écolière, on ne peut pas aller vite quand on en a besoin aux toilettes. Donc, c'est compliqué de mettre en place ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'était mignon parce qu'elle avait tout de suite capté, tu vois, ce que ça pouvait entraîner dans le corps, quoi. Mais en tout cas, avec tout ce que tu expliques là, j'aimerais bien avoir 10 ans maintenant, puis que ma maman, elle m'inscrive à un de tes ateliers, parce que ça doit être juste comme tu l'expliquais, avec le conte, avec ces temps de pause découverte qui sont plus orientés théorie ou pratique, et puis aussi le fait qu'elles découvrent ce qui se passe dans leur corps, le fait qu'elles découvrent qu'elles sont pas seules aussi, que leurs copines ou leurs cousines ou leurs sœurs ont traversé ou vont ou sont en train de traverser la même chose. C'est vraiment le début de la sororité, ouais. Mm. Et puis, dans le deuxième atelier, comme il est question de l'arrivée des règles, je leur fais fabriquer un mâle lunaire. Je ne sais pas si tu Mhm. connais ça.
ces petits Mhm. bracelets avec des pierres qu'on fabrique avec une petite breloque qu'on déplace d'une pierre à l'autre chaque jour, enfin d'une perle à l'autre chaque jour, pour savoir où on en est dans notre cycle. Donc elles repartent avec leurs petits bijoux, elles sont enchantées. Et puis elles savent que la première fois qu'elles vont avoir leurs règles, le premier jour, elles vont pouvoir porter leurs petits bracelets et puis après elles déplaceront leur breloque pour s'y retrouver dans leur cycle aussi. Donc c'est vraiment très magique, quoi. Il y a des choses. Le premier atelier, par exemple, aussi, elles repartent. Je mélange un peu d'olfacto parce que c'est mon truc, hein, mais je leur fais faire des petits baumes. À la fin de l'atelier, elles repartent chacune avec un petit baume de beurre de karité avec des huiles essentielles dedans, en fonction de quelles émotions elles ont l'impression qu'elles traversent en ce moment et qu'elles auraient besoin d'être accompagnées par une plante pour ça. Donc, du coup, elles fabriquent leur petit baume. Alors, elles ont l'impression d'être des alchimistes, tu sais, à mélanger les petits trucs. Ouais, moi, je me régale parce que je les vois avec les yeux qui pétillent, la magie. Déjà, je mets une décoration très particulière, tu vois. Quand elles entrent, il y a un voile avec un peu rose avec des paillettes, tu vois. Elles soulèvent le voile pour entrer dans la pièce, pour changer d'espace. Et quand elles arrivent, il y a un centre de cercle avec des guirlandes en rose, avec des fleurs, des fausses roses, tu vois, avec des plumes. Enfin, elles arrivent, elles sont dans un endroit qui est magique, tu vois. Donc déjà là, elles sont émerveillées. Et puis après, au fur et à mesure de l'atelier, bon, puis elles repartent, on a la sensation elles sont grandes, sont Mhm. devenues grandes. Elles sont plus Mhm. sages, tu vois. En Ouais. plus, elles se rendent compte qu'elles ont des connaissances, elles savent des choses que même leur grande sœur savait pas ou que leur mère savait pas. Alors là, c'est royal, quoi, tu vois. Et puis tu parlais aussi des oracles que tu as créés. En quoi ça consiste et comment tu les utilises ou comment tu les fais utiliser par les participantes? Mhm. Oui, parce qu'en fait, moi, dans les cercles de femmes que j'anime, il y a toujours un moment où on se tire une carte d'un oracle en fonction du thème du cercle. On va choisir un oracle qui va avec ce thème. Et c'est pas un oracle divinatoire pour connaître l'avenir, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un oracle où il y a un petit message symbolique qui vient nous faire réfléchir, nous introspecter. Et puis, bah, évidemment, par la synchronicité des choses, le message est toujours très juste. En général, il fait écho à quelque chose de nous. Et j'avais fait des recherches pour regarder s'il existait des cartes pour enfants. Et en fait, j'avais pas trouvé. Ou j'avais trouvé des cartes qui étaient pour moi, hein, niaises, c'est-à-dire qui prenaient les enfants pour des bébés, où bah, il y avait un message un peu creux, sans sens derrière. Et après, on passait à des cartes qui pouvaient être très chouettes pour des enfants, mais qui étaient quand même faites pour adultes, ce qui fait que les textes étaient très longs et très complexes, avec un vocabulaire vraiment, pour le coup, trop complexe pour des enfants, quoi. Donc, du coup, quand j'ai imaginé ces petits cercles pour les jeunes filles, je me suis dit, mince, alors du coup, je vais pas avoir d'oracle adapté à ça. Et du Mhm. coup, je me suis dit, bah, je vais en créer un. Et donc, j'ai créé un oracle qui a une soixantaine de cartes. Je crois qu'il y en a 65. Et en fait, je suis partie dans plein de thèmes différents. Il y a les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et je les ai mis avec des petits lutins. Alors parce que j'ai fait un oracle pour les garçons aussi, un oracle pour les filles, hein, pour que ça puisse aussi. Donc pour les garçons, c'est des petits lutins qui sont Mhm. en train de. Il y en a un qui s'occupe de la terre, l'autre qui a un petit flambeau dans ses mains pour le feu. Enfin Mhm. voilà. Et pour Mhm. les filles, c'est des petites D'accord. fées de chaque élément. Après, j'ai mis des éléments comme la lune, le soleil, les étoiles, l'aube, le crépuscule, donc aussi des moments et des astres, tu vois. J'ai mis des symboles. Donc, il y a une carte qui s'appelle perte, qui Mhm. correspond aussi bien au deuil que quand on perd une amie, quand on perd quelque chose dans sa vie. Donc, les éléments aussi qui peuvent être douloureux. Il y a les cartes des saisons. Mhm. Il y a quatre cartes pour les quatre archétypes du cycle féminin. Il y a des cartes avec les animaux totems. Donc voilà. Et alors, à chaque fois, moi, j'ai mis des petits messages symboliques, des guidances de ces cartes où c'est suffisamment étayé pour que ce soit quand même profond et qu'elles en retournent quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, j'ai mis un vocabulaire suffisamment simple pour que des enfants de 8 10 ans puissent aussi comprendre l'intérêt. Et dedans, j'y mets des notions justement qui commencent à les éveiller sur l'ouverture du cœur, sur la solidarité entre filles, sur les grandes étapes de la vie, sur les éléments.
qu'est-ce que chaque élément peut m'apporter. La Mm. terre, ça peut m'aider à être plus présent dans mon corps, à être plus là quand j'en ai besoin. Voilà, donc voilà, c'est un gros panel de cartes. Je ne peux pas toutes les aborder, mais pour te donner une idée un petit peu de comment est fait cet oracle. Et donc, à un moment donné du cercle des papillons, les cartes sont étalées comme on fait souvent autour du centre. Et déjà, elles sont intriguées depuis le début avec ces cartes, de qu'est-ce que c'est que ces cartes, etc. Et quand je leur dis que donc, elles vont pouvoir piocher une carte qui va leur donner un petit message, donc elles piochent leurs cartes, je leur lis la guidance, Mhm. je m'assure de savoir comment elles l'ont compris. Donc Mhm. on peut en discuter ensemble, c'est toujours intéressant, ça permet aussi d'étayer la parole. Et elles adorent tellement qu'elles me demandent, je peux en piocher une deuxième, je peux en piocher une troisième. Et puis bah, du coup, on m'a réclamé après, mais t'as pas fait d'oracle pour les garçons? Et j'ai dit, si, c'est dans ma tête, parce que moi j'ai eu 3 garçons. Donc je me dis que les garçons aussi ont le droit d'aller piocher des oracles. Il n'y en a pas beaucoup des oracles pour les hommes. Donc il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, déjà, pour les adultes. Donc j'ai créé un oracle pour les garçons où j'ai repris certaines cartes qui étaient bien, qui pouvaient être pour que ce soit garçon ou fille. Mais du coup, j'ai quand même adapté en faisant un oracle avec des images un petit peu plus masculines euh, qui peuvent plus correspondre aux petits garçons qui s'identifient bien à du masculin et qui ont envie d'avoir des images qui leur parlent, quoi. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Là, ça répond déjà en partie à ma prochaine question, c'est quel impact est-ce que tu as observé chez les jeunes filles après leur participation au Cercle des Papillons? Donc, on a pu entendre qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et puis que ça répond certainement beaucoup à leurs questions, à leur curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que tu as pu observer? Oui, elles forment d'autres jeunes filles dans leurs écoles ou collèges en Ah oui. off. C'est-à-dire qu'elles transmettent les connaissances qu'elles ont acquises pendant l'atelier, elles le transmettent à des copines, tu vois, dans les discussions de récréation, voilà. Donc il y a une transmission qui se fait par pair après, tu vois, ça se fait plus forcément d'une adulte qui descend les informations à la génération suivante, mais après elles se le transmettent entre pairs aussi. Et c'est génial parce qu'il y a des petites filles qui peut-être n'auraient jamais eu accès à mes ateliers parce que les parents ne sont pas forcément ouverts à ça ou n'ont pas forcément en tête que c'est nécessaire. Et du coup, l'info se diffuse d'une autre manière quand même. Elles auront quelques informations qui leur arrivera de cette manière-là aussi. Ce que je te disais, c'est-à-dire qu'il y a aussi des infos qui remontent aux grandes sœurs et à la mère. Il y a énormément de femmes qui... Bon, déjà, les femmes me disent toutes, comme tu as dit tout à l'heure, oh, j'aurais tellement aimé avoir la possibilité de venir faire ces ateliers quand j'avais son âge. Et puis, bah, les femmes découvrent des trucs qu'elles connaissent pas, en fait, sur leur propre... notamment le clitoris. On est dans ton émission, on y va, on peut parler de ça. Les femmes ignorent complètement que le petit bouton à l'extérieur qu'on voit, bah, en fait, c'est une grosse partie à l'intérieur. Et que le point G du vagin est relié, en fait, c'est le même organe qui donne le plaisir d'une certaine manière. Tout ça, elles ne le savent pas du tout, les mamans. Alors, avec les petites filles, j'aborde pas les histoires de point G et tout ça quand même. Mais par contre, elles découvrent qu'est-ce que c'est que ce petit bouton qu'elles ont entre les lèvres. Et puis, je leur propose de façonner en pâte à rêve. Donc, c'est cette pâte qui sèche vite là, et qui reste un peu molle. Je leur fais façonner un clitoris pour vraiment qu'elles s'approprient cet organe qu'elles ont à l'intérieur d'elles et lui redonner aussi de l'importance et sa place parce que dans les cours de biologie, on n'en parle pas puisque ça sert à rien, Oui. entre guillemets. Ça sert à rien, sauf que s'il n'existait pas et qu'on n'avait pas du plaisir avec lui, on aurait Mhm. moins envie de faire des bébés quand même. Ouais. Oui, absolument, ouais. Donc voilà, donc elle découvre ça et pour elle, c'est normal, cet organe, il est comme ça. Mhm. Alors que les mamans, elles arrivent et à la fin, elles voient les petites créations de leur fille, puis elles me disent, mais c'est quoi? Alors je leur dis, bah, c'est un clitoris. Bon, mais c'est gros comme ça? Bah, je dis, oui, vous aviez jamais eu l'info? Bah oui, parce que la petite partie qui est là, c'est juste que vous voyez à l'extérieur, mais tout ça, c'est à l'intérieur de votre vagin, à l'intérieur de vous, en fait. Ah ouais? Ah bah alors là, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Elles repartent avec... Ouais. Donc, tu vois, il y a aussi cet effet-là. C'est-à-dire que ça va aussi infuser des infos aux membres de la famille de la petite fille, quoi. Et puis elles ressortent en se disant, waouh, maintenant j'ai hâte de devenir une femme. C'est magique d'être une femme. Ouais, surtout, Et surtout. pas juste, oh là là, j'ai pas envie d'avoir mes règles, ça va être chiant, ça va être désagréable. Elles entendent, ça fait mal au ventre, on a ça qui coule toute la journée, c'est pas agréable, nanana. Et là, elles repartent avec,
Alors déjà, je leur dis aussi qu'il y a des solutions quand on a mal au ventre, tu vois? Je leur fais boire une petite tisane à la fin du premier atelier où, dedans, je leur explique, bon, que là, j'ai mis des plantes, qui sont goûteuses pour que ce soit agréable. Il y a de l'hibiscus, il y a de la framboise, il y a des fruits rouges, tout ça. Mais je leur explique qu'à travers une simple tisane comme ça, quand on a mal au ventre, on peut aussi avoir des plantes qui viennent calmer les douleurs de règles, et cetera, voilà. Donc elles repartent avec: «Si j'ai mal au ventre, il y a quand même des solutions, c'est pas inéluctable». Elles repartent avec, je suis pas obligée que ça me coule entre les jambes, il y a aussi des façons de faire pour que ce soit moins désagréable. Donc il y a des solutions, on n'est pas obligé de subir des choses désagréables tout le temps. Et puis surtout, je rentre dans la magie des cycles féminins avec tout ce que ça comporte aussi d'autre que juste, ce truc physique, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire aussi réenchanter le cycle féminin parce que c'est vraiment ça. Lui redonner une place un peu, parce que dans le temps et dans certaines tribus, quand on a ses règles, c'est la magie, quoi. On devient, tu vois, il y a vraiment un truc, waouh, on rentre dans la vie de la femme, quoi. Alors que chez nous, c'est devenu vraiment un truc terre à terre qui est juste chiant, quoi, et désagréable. Là, j'entends que toi, ce que tu aimes aussi, c'est pouvoir transmettre, tu le disais, de l'adulte à l'enfant, et puis qu'ensuite, tu vois que les enfants, ces jeunes filles, bah, elles se transmettent l'info les unes aux autres, ou parfois de la participante à sa maman, sa grande sœur. Pourquoi est-ce que, selon toi, c'est si important de transmettre ces connaissances et cette bienveillance aux jeunes générations? Alors, pour ce qui est de la bienveillance, on est quand même malheureusement dans une société de compétition. Dès l'école, on leur apprend à être la meilleure, le meilleur, avoir les meilleures notes possibles, et dans ce lieu finalement où ils sont une grosse partie de leur vie, puisqu'ils y sont tous les jours, enfin tous les jours, pour les primaires, c'est 4 jours par semaine, pour les collégiens, il y a aussi le mercredi matin, donc ils y passent quand même beaucoup d'heures. Ce lieu qui est censé être un lieu de socialisation, où en fait on met les enfants ensemble et puis débrouillez-vous, parce qu'il y a très peu d'accompagnement quand même des adultes là-dedans. Ils sont du coup très conditionnés à être dans la comparaison, dans la compétition, dans l'individualisme, et donc remettre des valeurs de: «Mais en fait, l'autre à côté de moi, c'est pas juste un ennemi ou un compétiteur, ça peut aussi être un allié. Ça peut aussi être quelqu'un sur qui je m'appuie, ça peut être quelqu'un que je peux aider, qui peut m'aider, ça peut être quelqu'un avec qui je peux créer de la valeur et pas juste, tu vois, être contre». Donc ça me paraît vraiment important. Alors le découvrir dans un cercle de jeunes filles ou ailleurs, mais en tout cas qu'on remette ça un petit peu au cœur des relations humaines, ça me paraît quand même hyper important. Et puis, attends, il y avait une double question, je ne sais plus ce que c'était la première. Je suis partie sur la bienveillance. Oui, c'était par rapport au fait que l'importance de transmettre ces connaissances. Bah, c'est encore une fois pour moi, c'est un peu préventif. C'est pour éviter, les chocs, les traumas, les blocages qu'après moi je prends du temps à dénouer avec les adultes que j'accompagne derrière. Les somatisations aussi, parce que quand on connaît pas bien son corps, et qu'on est dans le rejet de certaines choses parce qu'on l'a mal compris, bah, après ça peut créer aussi des cystites, des mycoses, des vaginites, tout un tas de problématiques, hein. Moi, j'ai quand même des femmes qui sont restées traumatisées de l'arrivée de leurs règles. Elles en parlent encore à 50 ans avec quelque chose de très émouvant dans la voix, où ça a été violent pour elles. Donc quand on peut éviter ça juste en informant, c'est tellement facile, c'est tellement ça coûte pas grand-chose en fait, et puis, bah, du coup, bah, on est dans oui, on est dans de la prévention, et on est dans essayer de faire un pas pour que ça aille mieux, la société et la vie, pour les gens. Donc que ce soit pour la bienveillance ou pour la transmission, les 2 c'est pour améliorer un peu les choses pour les générations qui viennent, quoi. Qu'elles puissent faire mieux et vivre mieux que nous. Tu parles de ces moments que tu passes avec ces jeunes filles pendant les cercles. Est-ce que tu as, si tu es autorisée à le faire, euh, des moments auxquels tu penses particulièrement émouvants, ou des anecdotes qui ont pu avoir lieu pendant ces cercles? J'étais pas surprise puisque c'était prévu, mais la façon dont ça s'est passé, ça m'a beaucoup touchée. J'étais vraiment émue. C'est, quand on est dans les émotions, quand on réexplique chaque émotion, comment ça traverse dans notre corps, quelles hormones et neurotransmetteurs sont activés, et comment faire pour apaiser certaines émotions. À un moment, on parle de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, et cetera.
Je leur explique comment ça fonctionne et comment ça fait du bien, en fait, et comment l'activer. Et donc, comment l'activer, c'est faire un hug, un Mhm. câlin Mhm. pendant plus de 30 secondes. Et là, hop, et donc, je leur propose de se prendre dans les bras les unes les autres pour faire l'expérience de l'ocytocine. Et là, c'est tellement mignon de voir des petits bouts de chou de 8-10 ans qui se prennent l'une l'autre dans les bras et qui restent comme ça pendant un certain temps. Ça, tu sais, je suis là, je les regarde toutes. Et là, ça te... Et puis une fois qu'elles ont terminé, ben, elles ont le smile, tu vois? Et puis elles disent: «Ouais, ouais, c'est vrai, c'est chouette, ah ouais, ça fait du bien». Puis alors je dis: «Vous voyez, ça coûte pas cher, c'est facile». Et après, bah, quand tu vois quelqu'un qui est triste dans la cour de récréation, bah, tu peux avoir envie d'aller lui faire un hug, s'il en a envie, s'il est OK, pour réconforter, enfin voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Après, j'avais pas imaginé qu'elles auraient autant de plaisir et que ça serait autant fort pour elles de manipuler, la Mhm. maquette, en fait, pour les Mhm. règles. Je m'attendais à ce que ce soit intéressant et pédagogique, tu vois? Voilà, mais je pensais pas que ce serait aussi joyeux. Je les ai filmés, certains ateliers, je les ai filmés où j'ai pris les photos. Après, je mets un voile sur le visage pour pas, les exposer, mais je trouve ça extraordinaire parce qu'on l'entend: «Oh! Ah ouais! Ah bah, ça absorbe vachement, en fait et tout». Enfin, tu sais, tu vois vraiment leur réaction. Et voilà, c'est vraiment leur réaction spontanée parce qu'à cet âge-là, un enfant, c'est tellement spontané dans ses réactions, que, et puis elles peuvent se permettre aussi de poser des questions sur des choses qu'elles ont entendues qui les ont effrayées. Ok. Elles auraient gardé à l'intérieur d'elles, peut-être n'auraient jamais osé demander aux adultes ou en parler plus parce que c'est toujours un peu tabou ces questions-là. Et tout d'un coup là, comme on est tout en train de parler librement et que c'est OK, qu'elles voient que j'ai pas de tabou, d'un coup il y a une question, il y a quelqu'un à l'école qui m'a dit que tac et puis, le truc il est là, il est sur le milieu au centre de Mhm. la pièce et du coup, bah, je peux dédramatiser ou dédiaboliser ou défaire des fausses croyances. Enfin voilà et ça permet aussi, donc je trouve ça touchant aussi parce que c'est un endroit où elles peuvent s'autoriser ça. Elles auraient peut-être pas osé demander à leurs parents parce que si les parents sont pas trop dans l'ouverture à ce sujet-là, elles auraient peut-être pas osé, mais une fois qu'elles peuvent le poser là, ça permet aussi d'enlever des couches, quoi. Mhm. Mhm. Euh, Justement, en parlant des parents, quel message tu aurais envie de leur adresser euh, pour ceux qui envisageraient d'inscrire leur fille à tes ateliers? Et puis, est-ce que les mamans sont autorisées à participer au cercle avec leur fille? Alors, ben, le message que j'aurais envie de leur adresser, c'est le message aussi que certaines mamans me donnent, c'est-à-dire qu'elles ont pas envie que leurs enfants vivent les mêmes blocages, les mêmes incompréhensions qu'elles ont vécues. Donc, mais elles sont pas toujours, armées ou capables d'accompagner leurs enfants dans tout ça. Elles se sentent pas toujours capables. Donc ces ateliers sont là pour ça. Pour guider les petites jeunes filles, quand les mamans se sentent pas capables de le faire par elles-mêmes, voilà, toutes seules. Que l'atelier, pour moi en tout cas, il est réservé aux petites filles, il y a pas les mamans parce que, la présence d'adultes bloque complètement la libre expression des enfants, ça je l'ai constaté et que même si, la maman, on est en confiance éventuellement avec elle, si c'est une maman dont on est proche, bah, les autres petites filles, elles, c'est pas leur maman qui est là, c'est la maman de quelqu'un d'autre. Donc ça bloque quand même et qu'elles ont besoin d'être entre filles du même âge qui vont vivre les mêmes choses pour se comprendre et cetera et pas qu'il y ait un adulte qui soit là observateur du truc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc je le fais pas, les mamans sont pas là. Par contre, c'est tout à fait possible aussi, d'organiser un rendez-vous individuel Mhm. mère-fille pour que je fasse les Mhm. transmissions, en présence de la maman, si elles ont envie de partager ça ensemble, la maman et la petite fille aussi. C'est une autre façon de le faire et ça, c'est possible. Parce que là, c'est l'enfant avec sa maman et il y a pas d'autres adultes présents qui connaissent pas et cetera, et puis, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, elles repartent avec mon petit livret Mhm. compte à la maison. Donc, elles ont la possibilité, une fois que moi j'ai ouvert le dialogue et que j'ai donné les informations, de relire le conte avec maman à la maison pour qu'elles en reparlent ensemble et pour faire du lien. Et que ce soit pas juste un truc s'est passé là, je rentre chez moi et il n'y a plus aucun lien avec ce qui s'est passé avec maman, quoi. Tu vois? Donc, ça permet quand même qu'il y ait du lien avec les mamans, mais pas qu'elles viennent dans un espace qui puisse être un peu considéré comme quelque chose d'intrusif et qui les empêche de s'exprimer librement, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Amélie, pour ton partage, pour ce que tu fais aussi pour ces jeunes filles et pour leur maman, pour leurs sœurs, leurs amis, parce que ça a vraiment
non seulement un impact positif sur la petite participante, mais en plus sur son entourage, sur la manière dont elle voit les choses, dont elle peut interagir avec l'autre. Et puis, c'est super important. Donc, merci vraiment pour ça. Et puis, pour les auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Et pour en savoir plus sur Amélie et les ateliers, les cercles des papillons, tu trouveras les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!